ou à l'arme blanche. Ce qui m'a frappé dans ces révolutions, enfin aussi bien en Syrie qu'en Libye, c'est le courage des gens qui descendent. À Homs, il y a des jeunes de 20, 22 ans qui descendent dans les rues. Et quand on leur demande pourquoi, c'est pour la dignité, pour leur liberté de penser. C'est quelque chose de... C'est une vraie leçon. Oui, alors j'ai choisi Madame Laroche-Joubert, hein, j'ai regardé un peu mes notes. J'ai appelé ça, c'est un nouveau concept, ça s'appelle le salafisme fucking, qui est le nouveau concept de la bourgeoisie occidentale, qui consiste en fait à systématiquement se ranger du côté des takfiristes, c'est-à-dire des extrémistes musulmans qui haïssent l'Occident, la chrétienté, et qui veulent revenir en arrière sur tout soi-disant nos acquis progressistes, droits des femmes, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que toute la bourgeoisie occidentale est systématiquement derrière eux et les aide à prendre le pouvoir pour renverser, on l'a vu en Libye, on le voit en ce moment en Syrie, des régimes laïques qui protègent les minorités chrétiennes, c'est très important, et en général qui promeuvent les droits des femmes, chez Kadhafi c'était notoire. Et alors du coup, comme Martine Laroche-Joubert est l'héroïne, la grande défendresse des rebelles, ce qu'elle appelle les rebelles, qui sont jamais que des mercenaires stipendiés, des voyous payés par le Qatar pour crier Allah Akbar chaque fois qu'il y a une caméra qui se présente devant eux. Montez dans les voitures, vite, montez. L'avion s'est écrasé là-bas. On a touché l'avion. En Syrie, la ville d'Alep est toujours le théâtre d'intenses combats entre les rebelles et les forces régulières, des combats qui font chaque jour des dizaines de nouvelles victimes. Et faire passer les musulmans aux yeux des masses occidentales pour des dingues, des arriérés et des assassins sanguinaires. Donc je demande à Madame Laroche-Joubert si elle est totalement stupide ou totalement stipendiée, et si elle a envie demain finalement d'être lapidée, de ne plus pouvoir conduire une voiture comme en Arabie Saoudite, qui je le rappelle est une dictature au sens des droits de l'homme et de nos critères. Donc voilà, ce mois-ci, la conne du mois sera Martine Laroche-Joubert pour être, comment dirais-je, pour essayer d'aider à mettre en place un régime qui l'enverrait, à mon avis, qui provoquerait déjà la perte de ses acquis sociaux et qui pourrait même la mettre en danger en tant que divorcée, mère d'Alexia Laroche-Joubert, je le rappelle, qui fait des émissions satanistes pour Endemol. Systématiquement qualifiée de papesse de la télé-réalité dans les médias, la jeune productrice se fait connaître par le grand public dans la Starac, produite par Endemol. À cette époque, elle en est la directrice artistique, comme elle était celle du mythique Love Story. Elle est aussi à l'origine du savoureux On a échangé nos mamans, diffusé sur M6. Deux mamans échangent, mari, enfant et maison. Enfin voilà, je pose la question aujourd'hui de ce salafisme fucking généralisé de nos élites occidentales. Est-ce que vraiment ça leur plaît de mettre partout en danger la communauté chrétienne d'Orient et d'aider partout à ce que soient mis en place des régimes totalement hostiles à l'Occident, tout en nous disant par ailleurs que le salafisme et l'islam radical est la chose la plus dangereuse pour le monde. Si c'est si dangereux, pourquoi est-ce qu'ils font tout pour mettre ce genre de régime en place en Tunisie, en Égypte, demain en Algérie, hier en Libye et peut-être demain malheureusement en Syrie. C'est une vraie question à poser. C'est un nouveau concept fort, le salafisme fucking de nos élites. Il va falloir qu'on m'explique si c'est de la schizophrénie, de la stupidité ou de la haute trahison. Donc voilà. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous ne faites pas ça uniquement pour informer, j'imagine. Vous cherchez quelque chose pour vous, non? Ce que je cherche, j'ai certainement, moi, le goût de l'aventure. Quand j'étais petite, j'ai été élevée dans le sud du Maroc, donc j'ai le goût des grands espaces. J'ai certainement ça. Ce que ça m'apporte à moi, c'est fondamental ce que ça m'apporte. Ça me nourrit. Ça me nourrit, vraiment. Bon, alors je peux être nourrie aussi par la lecture, par le cinéma, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement violent et ça me prend tout entière.
Martine Laroche-Joubert, donc ça sera la conne du mois ce mois-ci. Et d'ailleurs, la famille Laroche-Joubert est une grande famille, mais en fait, elle n'est Laroche-Joubert que par la cuisse. Comme par hasard, comme toutes nos élites traîtres à la nation, elle est née au Maroc. Et son nom de jeune fille, c'est Gabara. Faudrait chercher. Hein. Voilà. Bon, je vais finir sur cette petite rubrique de la conne du mois. Hein. Voilà. Martine Laroche-Joubert. Ce qui n'est pas de la diffamation ni de l'injure, c'est totalement argumenté. Hein. C'est un constat, soit de stupidité, soit comment dirais-je, rappelez-vous ma fameuse citation, un journaliste c'est un chômeur, un journaliste qui travaille c'est une pute. Voilà. Et là, on touche effectivement chez ces femmes physiquement agréables qui ont accédé à la haute bourgeoisie par la cuisse, à ce que le sociologue Michel Clouscar, qui a été mon maître, grand sociologue marxiste, appelait dans le semi-prostitutionnel comme catégorie du culturo-mondain, et ce qu'il appelait, quand il réfléchissait à cette poussée dans les années 70 de ce genre de femmes, ce qu'il appelait les putains culturels. Voilà. C'est pas de moi, c'est de lui. Hein. Voilà. Oui, moi je dis depuis le début, quel que soit l'épilogue de l'affaire syrienne, et quelle que soit la critique qu'on peut porter sur un régime autoritaire de type national et social qui était le bassisme syrien, qui n'était pas un régime gentil, mais qui correspond à la réalité politique de tous les pays du Moyen-Orient. Hein, ce sont des pays où il faut un leader qui, d'une poigne de fer, maintient une cohésion ethnico-confessionnelle, en général un peu en férocité, et c'est admis à la limite par tous les clans quelque part. C'est un peu à l'ancienne. S'il n'y a pas ce genre de leader et de structure puissante, le pays éclate, comme a éclaté le Liban, comme a éclaté l'Irak, comme a éclaté la Libye et comme éclatera la Syrie si l'empire arrive à aller au bout de son projet de destruction. Donc une fois qu'on avait bêtement critiqué l'autoritarisme du bassisme alaouite syrien, finalement avec une vision colonialiste, c'est-à-dire de vouloir importer dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre, une région qui n'a rien à voir avec la nôtre historiquement, religieusement, etc., nos petits principes de démocratie, de marché et d'opinion, ce qu'on appelle la démocratie. Donc c'est du colonialisme épistémologique. Hein. Mais une fois qu'on est honnête, on savait qu'il vaut mieux Assad que quoi que ce soit d'autre si on veut que la Syrie reste un pays assez prospère, multiconfessionnel, laïque, et qui protège, dans un espèce de consensus, ces minorités, où il n'y a pas trop de bains de sang, où il y a un niveau de vie assez élevé. Voilà. Et ça, c'était mon analyse. Or, le système, l'Empire, nous a présenté un régime dictatorial sanguinaire, ce qui est relativement faux, qui écrasait l'ensemble de sa population, ce qui est faux, et sa population se révoltait pacifiquement par des manifestations de rue, qui étaient réprimées dans le sang. Un massacre à huis clos, ou presque. Ce sont les manifestants eux-mêmes qui, avec leur téléphone portable, filment les chars en action à Deraa, la première ville qui a osé défier le régime de Bachar el-Assad. Selon des militants des droits de l'homme, 3000 soldats et membres des forces de sécurité, appuyés par des chars et des blindés, ont pris d'assaut avant l'aube cette ville de 75 000 habitants située au sud de la Syrie. Le dernier bilan provisoire fait déjà état d'au moins 25 morts. Assad ne peut se maintenir au pouvoir que par la répression. Donc de ce fait, il n'a qu'une seule solution, c'est la répression, la répression et la répression. En tirant sur sa population à l'artillerie lourde et à la mitrailleuse, le régime syrien parie qu'un bain de sang pourra mater la révolte. C'était totalement faux. En réalité, c'était des groupes d'extrémistes sunnites manipulés de l'extérieur au départ, qui faisaient de la provocation sanguinaire en attaquant des postes de police et en décapitant des policiers pour pousser le régime à la répression, avec derrière les médias occidentaux qui étaient là pour mentir et pour montrer la réaction à l'action. Voilà. Petit à petit, il s'est fait jour que c'était de moins en moins des manifs armés d'extrémistes syriens sunnites, c'était de plus en plus importé de Libye, payé par le Qatar sur une idéologie saoudienne, avec des conseillers militaires israéliens, anglais, américains, français et turcs. US-based military whistleblower Sibel Edmonds says Washington is siding with the opposition to force regime change. They have had this division to train the rebels there. They also help the rebels smuggle arms into Syria.
It's not some kind of simultaneously uprising situation where people are rebelling and then suddenly they are mysteriously armed and mysteriously arms are being smuggled into Syria from Turkey. Well, who's providing these arms? This is a typical CIA method. In this case, it's a joint production of CIA, MI6, Mossad, the DGSE of the French. It's got money coming from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar. I would not call this a civil war by any stretch of the imagination. I think that's a very, very misleading term in the following sense. What you're dealing with here are death squads. You're dealing here with terror commandos. Des finalement djihadistes sur le modèle Al-Qaïda, d'une internationale djihadique entièrement finalement sous contrôle, quand on regarde les médiations de l'empire américano-sioniste, pour foutre en l'air un des derniers régimes, on va dire une des dernières nations arabes issues de la décolonisation, hein, il faut le savoir. Et que finalement, tout ça correspond à un calendrier général impérialiste et impérial. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said 7 countries in 5 years. L'Irak s'est fait, la Libye s'est fait et maintenant la Syrie. Tous finalement ces nations arabes issues de la décolonisation, pour les faire éclater en petites entités ethnico-confessionnelles, les faire passer au niveau sociétal sous la coupe du salafisme le plus brutal, le plus violent et le plus rétrograde selon nos critères. Ce que j'appelle moi, je dis que c'est la version arabe de ce que j'avais décrit moi déjà comme ce qu'on appelait le libéralisme sécuritaire. Parce qu'il faut savoir que finalement l'Empire, après le laboratoire qu'a été l'Irak, d'essayer de faire passer l'Irak de force à la démocratie, comme d'ailleurs il l'avait fait avant pour l'Afghanistan, ont compris qu'il valait mieux laisser le sociétal finalement à un islam radical rétrograde, puisque finalement c'est un régime autoritaire qui maintient au nom de la charia le petit peuple sous une dictature finalement militaire et morale, à condition, c'est un partage de pouvoir, que le macroéconomique soit laissé à la banque et à Wall Street. Et là, on le vérifie, puisque j'ai des documents qui me prouvent qu'en Tunisie, alors que la Tunisie était sortie des emprunts bancaires depuis 2007, la Tunisie vient de recontacter un énorme emprunt inutile et non nécessaire de fausses monnaies. Et donc nous avons dans tout le monde arabe, finalement, des révolutions voulues par l'empire américano-sioniste, dans l'intérêt finalement de la banque, c'est-à-dire de l'hégémonie du dollar, sur le dos des peuples et de leurs acquis, avec une alliance perverse passée soit avec les frères musulmans, soit avec les salafistes les plus extrémistes qu'on appelle les takfiristes, pour produire finalement une société libérale sécuritaire où le pouvoir via l'armée est à l'empire américano-sioniste, puisque ce sont à chaque fois les armées sont armées et encadrées par les Américains. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec la Syrie, qui est armée par les Russes, hein. Et donc on a en fait une société autoritaire pilotée en douce via la répression militaire par les Américains, qui est obligée de bouffer du faux dollar de force, et pour maintenir un semblant d'autonomie nationale et surtout une paix du petit peuple, une police, je dirais, des mœurs, confiée dans un partage pervers aux extrémistes musulmans. Et c'est ça qui est en train d'être importé en ce moment en Syrie, c'est ça qui a été fait en Libye, et c'est ça ce que découvrent les idiotes comme Laroche-Joubert aujourd'hui en Tunisie, puisqu'on se plaint qu'un de nos franco-tunisiens représentants politiques s'est fait passer à tabac là-bas. La Tunisie est-elle en train de changer de visage depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes, des Narda? Les salafistes sortent de l'ombre. Sur place, un élu français a été passé à tabac. Des traces de coups sur ses photos de vacances. Cet élu socialiste de la Sarthe n'imaginait pas rapporter de tels souvenirs de Tunisie. La semaine dernière, Jamel Garbi se promène avec sa femme et sa fille près du port de Bizerte où il est né, quand il croise une 50aine d'islamistes. Les vêtements d'été ne leur plaisent pas et ils s'en prennent à la famille. En short, à 12 ans,
c'était un outrage. Ma femme avait un débardeur et puis un pantacourt, tout ce qu'il y a de plus banal. Et il y a eu un cri en arabe, c'était Bled Islami, hein, c'est-à-dire un pays islamique. Les experts sérieux, que ce soit Lugan, les gens des services français, encore sur une ligne authentiquement gaulliste, l'avaient prévu, le savaient. Tout ça est une saloperie de l'empire américano-sioniste qui se fait sur le dos des petits peuples musulmans, qui se fait sur le dos des minorités chrétiennes d'Orient, qui se fait sur le dos de l'image de la France au Moyen-Orient et qui achève de détruire toute l'image de marque positive qui était la nôtre, et à juste titre, grâce à la parenthèse gaulienne, hein, et qui en dernière instance pousse à la haine les musulmans et les chrétiens, et est en dernière instance l'intérêt de l'Israël bien compris, hein, voilà, avec un grand I, hein, de l'Israël éternel, voilà. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir d'extrémistes musulmans, dont un des marqueurs est d'être absolument haineux envers la chrétienté, il faut parfaitement articuler ça avec, comment dirais-je, le sionisme. Hein. C'est les sionistes qui, en dernière instance, ont intérêt à pousser à la haine entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la chrétienté, pour que les chrétiens, en retour, aient la haine des musulmans. Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France sur la réconciliation nationale, et l'intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu, comme toujours, du diviser pour régner, et de finalement aider un nettoyage ethnique anti-chrétien au Moyen-Orient pour se retrouver seuls face à des islamistes radicaux qu'ils auront entièrement payés en douce via les États-Unis pour les mettre en place, pour justifier après, effectivement, toute leur politique agressive, et de se présenter, comme ils le font déjà sur les autobus américains, comme l'avant-garde de la civilisation face à la sauvagerie. Hein. San Francisco's Municipal Transportation Agency has a policy against political ads on its buses, but an ad being displayed now comes pretty close. Carolyn, the ad says, in any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. And it goes on to say, support Israel, defeat jihad. Cette sauvagerie qu'ils payent, qu'ils mettent en place, et qui n'est jamais dans ce masque de Janus que leur face cachée. Hein, voilà. Et d'ailleurs là-dessus, je vais en profiter pour lire un extrait de Bainville, dont j'ai fait la promotion la dernière fois pour son Histoire de France, que je vais sortir de cet excellent bouquin là qu'on va rééditer bientôt, Le monde contre soi. Hein. Voilà ce que disait Bainville du sionisme en 1937. C'est posthume, d'ailleurs, il est mort en 1936. Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religion, encore un de ces progrès à rebours que les traités auront valu au genre humain. L'Observatore Romano, donc le Vatican, signale parmi les immigrants juifs qui arrivent en nombre des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Pologne, de Russie, de Roumanie réclament un partage des terres et l'expulsion des indigènes. Monsieur Nathan Strauss, le milliardaire américain, finalement comme Netanyahou, hein, dit crûment que les musulmans trouveront d'autres régions pour vivre. Admirable moyen de réunir en Asie mineure, et même plus loin, tout l'islam contre l'Occident. Voilà. Ça, c'est une phrase prophétique de Bainville, qui montre bien qu'un des aspects du sionisme qu'il ne faut pas oublier, c'est de pousser à la haine des chrétiens dans le monde arabe. N'oubliez pas que le monde arabe, avant le sionisme, était une terre de coexistence des trois monothéismes abrahamiques, c'est-à-dire islam dominant, mais judaïsme et christianisme. C'est encore le cas en Syrie, cette Syrie que Mme Laroche-Joubert essaie de détruire. Hein. On a le problème des Coptes, des minorités coptes aujourd'hui en Égypte, à cause du même processus.
Une église copte de la ville d'Alexandrie a été frappée par un attentat sanglant la nuit dernière. Le dernier bilan fait état d'au moins 21 morts et d'une quarantaine de blessés. L'attentat, selon des sources divergentes, aurait été provoqué par une voiture piégée ou par un kamikaze. L'église copte égyptienne est sous la menace du mouvement terroriste Al-Qaïda depuis le mois de novembre. Et on a eu la même chose d'ailleurs dans l'Irak de Saddam Hussein. N'oubliez pas que Tarek Aziz était un ministre chrétien. Et systématiquement, le sionisme, une des, je dirais, des buts et des conséquences du sionisme, c'est les deux, c'est la destruction du monde chrétien. Il ne faut pas oublier ça. Et que finalement, chaque fois que je réfléchis à l'histoire, la vraie haine du sionisme, pris au sens, je dirais, le plus mythique du terme, c'est la haine du christianisme et du christianisme authentique, qui est d'abord le catholicisme et ensuite la religion orthodoxe. On ne parlera pas de la religion réformée qui, elle, a été, malgré les écrits de Luther, a été totalement rachetée et retournée progressivement pour devenir finalement une antichambre et un judaïsme de substitution. Voilà.